C'est la chambre de Jessie. Et ça, ce sont ses dessins. C'est peut-être une scène de crime, mais elle est devenue paisible. L'horreur ne disparaîtra jamais. La douleur, la souffrance, les détails qu'on se repasse en boucle en repensant à ce qu'il est arrivé à votre enfant. La vie ne sera plus jamais normale. À part le vert de l'herbe et le bleu du ciel, tout change quand vous traversez quelque chose comme ça. Mais bizarrement, cet endroit m'apaise. En 2005, Mark Lunsford et sa fille de 9 ans, Jessie Lunsford, vivent dans le hameau côtier d'Homosassa, en Floride. À Homosassa, on se la coule douce. Je trouvais ça génial de vivre à la campagne. Jessie et moi, on allait souvent à la plage de Fort Island Trail. On surnomme la plage des radiations parce qu'elle est à côté d'une centrale nucléaire. C'est un endroit très cool. Mark est séparé de la mère de Jessie, Angie Bryant, qui vit dans l'Ohio. Il élève sa fille seule. Mark Lunsford et Angie Bryant ont divorcé quand Jessie avait 1 an. Mark a obtenu la garde de la petite. Ça ne me dérangeait pas d'être un père célibataire. Mes parents étaient de bons chrétiens, proches de leurs enfants. J'ai suivi leur exemple. Soucieux d'offrir à sa fille un foyer stable, Mark revient s'installer chez ses parents, Archie et Ruth. Sa mère, Ruth, est une figure maternelle majeure dans la vie de Jessie. C'était la femme la plus importante dans la vie de Jessie, sa grand-mère. Jessica était un miracle. J'ai eu de nombreux petits-enfants, mais elle était à part. Elle était propre et ordonnée. Sa chambre n'était jamais en bazar. Si ses vêtements étaient sales, elle les enlevait et trouvait autre chose à mettre. Elle tenait ça de sa grand-mère. On était toujours ensemble. Comment tu t'appelles? Jessie, Jessie. Et tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Quand j'étais avec elle, je ne la tenais pas par la main. Je la tenais par le petit doigt. Elle se sentait plus grande si on lui tenait juste le petit doigt. On accrochait nos petits doigts comme ça. On ne s'inquiétait jamais pour Jessie. Quand elle sortait faire du vélo, elle n'allait qu'à 3 ou 4 maisons de chez nous, jamais plus loin. Elle restait toujours en vue. On se croit toujours en sécurité là où on vit. On ne devrait sans doute pas être si naïf. Ce soir-là, je suis allé dormir chez ma copine. Notre règle, c'était de se faire un câlin et un bisou avant de partir, toujours. J'étais sur le point de partir et Jessie est venue me dire que je devais d'abord lui faire un bisou et un câlin. J'allais toujours lui dire bonne nuit et l'aborder dans son lit. Elle avait son dauphin. Jessie avait une peluche, un dauphin violet que j'avais gagné à la fête foraine. Elle aimait beaucoup le violet. C'était une de ses couleurs préférées. Et ce soir-là, je lui ai fait un câlin et un bisou pour la dernière fois. Le lendemain, avant d'aller travailler, je suis repassé par la maison. Il devait être environ 5h30 du matin. En arrivant chez moi, j'ai ouvert la porte et j'ai entendu le réveil de Jessie sonner. Je suis allé dans sa chambre pour l'arrêter. Jessie n'était pas là. Ça ne m'a pas inquiété. Je suis allé voir mes parents pour savoir si Jessie était dans leur chambre. Ils m'ont dit que non. Même si ça ne lui ressemblait pas, j'ai d'abord pensé qu'elle se cachait quelque part.
J'ai commencé à paniquer en voyant qu'elle avait disparu. Où était-elle? C'est devenu très inquiétant. Tout à coup, j'ai été submergé par la peur. Je la sentais m'envahir. Et ce n'était pas agréable. À quelle adresse est l'urgence? Une enfant a disparu. De quel âge? 9 ans. Comment s'appelle-t-elle? Jessica Lunsford. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Hier soir, quand je l'ai mise au lit. Quelle est sa date de naissance? Le 6 octobre 1995. On vous envoie quelqu'un, madame. Restez en ligne. Une enfant de 9 ans avait disparu. On a mobilisé du personnel supplémentaire et on s'est mis au travail. Je dirigeais l'équipe spéciale chargée de l'affaire Jessica Lunsford. En arrivant sur place, j'ai découvert Mark Lunsford. Il était affolé dans tous ses états. Il y avait avec lui son père qui essayait de le calmer et sa mère qui s'efforçait aussi de calmer tout le monde. Dans la chambre de Jessica, je n'ai pas vu de traces de lutte. Rien ne semblait avoir été dérangé. Il fallait déterminer si c'était un enlèvement ou une fugue. La tenue d'école de Jessica Lunsford était posée sur une chaise. Sa veste était encore là, et ses chaussures aussi. C'était une journée très froide pour la Floride. Il devait faire entre 3 et 5 degrés. Ça nous a alarmés. Si ça avait été une fugue, elle aurait pris tout ça avec elle. Ruth dit au shérif qu'un des objets préférés de Jessie a disparu. Il y avait un dauphin violet que Mark avait gagné à la fête foraine et donné à Jessica. Il n'était plus dans sa chambre. Elle a laissé ses chaussures et ses vêtements, mais elle a emporté son dauphin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'était pas normal. Ça ressemblait à un enlèvement d'enfant. Chaque minute compte s'il y a le moindre espoir de retrouver Jessica en vie. Une fois l'enlèvement confirmé, tous les policiers vous le diront, on a 48 heures. Il faut retrouver Jessie. L'enquête commençait à s'accélérer. On savait désormais que Jessica ne s'était pas enfuie. Il lui était arrivé malheur. J'étais effondré. J'ai pris conscience que ma fille avait disparu. L'adjoint du shérif voulait qu'on reste à la maison en attendant les autres enquêteurs. J'ai dit, vous êtes dingue, c'est ma gosse. Allez vous faire voir, je vais chercher ma fille. Et je suis parti. Une fois dehors, je me suis mis à appeler Jessie. J'ai fait toute la rue en hurlant son prénom. Mark est totalement affolé. Il veut chercher sa fille. Pendant ce temps, la police enquête au domicile des Lunsford. Dans la chambre de Jessie, tout était nickel. On a demandé à Ruth si elle remarquait quoi que ce soit d'inhabituel. Il ne lui a fallu qu'une fraction de seconde. Il y a des salissures sur cet oreiller. Ce n'est pas normal. Ces salissures ont servi de point de départ à notre enquête. La police se concentre sur les traces de terre. Elle prouve que quelqu'un est entré dans la maison, un intrus, et qu'il a enlevé la petite. Dans un rayon de 800 mètres, c'est là qu'il faut chercher le coupable, et possiblement Jessica. J'étais déterminé à retrouver cette fillette. Les policiers quadrillent le voisinage. Ils n'ont pas de commission rogatoire, ni même de suspect potentiel. Ils tentent de savoir ce qu'il s'est passé. On a commencé par faire du porte-à-porte. Une équipe spéciale a été constituée et 30 enquêteurs venus de toute la Floride ont débarqué chez nous. Ils se sont chargés de faire le tour du voisinage. Ils ont frappé à toutes les portes pour vérifier qui habitait les maisons voisines et ils ont interrogé les gens. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? La police frappe ainsi à la porte d'une femme de 49 ans, Dorothy Dixon.
La résidence de Dorothy Dixon était tout près de celle des Lunsford. Elle habitait en face, dans une autre rue, mais on voyait la maison de Jessica de chez elle. Dorothy Dixon nous a laissé entrer. On cherchait Jessica. Elle a dit « Elle n'est pas ici, je ne peux pas vous aider ». Dorothy explique qu'elle a 3 colocataires qui ne sont pas là. Les policiers ne peuvent donc fouiller que les parties communes de la maison. En l'absence de commission rogatoire, ils ne peuvent fouiller aucune pièce sans l'accord préalable de la personne qui l'occupe. On peut autoriser la police à perquisitionner une zone à laquelle on a accès, mais pas une pièce occupée par quelqu'un d'autre. Dorothy a certainement dit « Fouillez toute la maison, faites ce que vous voulez ». Mais on n'a pas le droit, si ce n'est pas sa chambre. On est donc passé à la maison voisine, puis à la suivante, et on a continué à étendre les recherches. Les policiers ne trouvent rien au domicile de Dorothy Dixon. Mais chez les Lunsford, quelque chose attire leur attention. Les Lunsford avaient un tout petit chien. Quand j'ai sonné et qu'ils m'ont fait entrer, il s'est mis à aboyer comme un fou. Ce petit chien aboyait sur tout ce qui bougeait. On a demandé à Archie et Ruth s'ils l'avaient entendu cette nuit-là. Ils ont dit que le chien n'avait pas aboyé de la soirée. Le silence du chien incriminait les 2 hommes de la maison, Mark et son père. En qui d'autre le chien aurait-il eu confiance? Qui d'autre aurait pu réveiller Jessica et lui faire quitter la maison sans un mot? Tout ça était très suspect. Et on a décidé de se focaliser sur Mark et son père. L'enquête sur Mark et Archie déclenche un nouveau signal d'alarme. On a vérifié les antécédents d'Archie. Il avait un casier judiciaire. Et Mark aussi avait un casier judiciaire. Mark a déjà été arrêté pour plusieurs infractions mineures. Et dans les années 1950, Archie a été soupçonné d'enlèvement, de voies de fait et même d'une tentative de viol. Bien que les charges aient finalement été abandonnées, Mark et Archie sont dans le collimateur de la police. On avait soudain une image très différente de cette famille. Il fallait creuser. J'ai convoqué Mark et Archie au bureau du shérif. On les a mis chacun dans une pièce filmée et on a commencé à leur poser des questions. Je ne vais pas prendre de gants, parce que le temps joue contre nous. Plus le temps passe, et plus c'est compliqué. J'ai pas le temps de mettre les formes. Rien ne peut te préparer à ce qui t'attend dans une enquête de ce genre. La première leçon, c'est que ton nom est en haut de la liste. Tu seras le premier qu'ils interrogeront et leurs questions ne te plairont pas. Savez-vous où se trouve votre fille? Non. On ne sait pas qui sont ces gens. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une fillette de 9 ans a disparu. Tout le monde est suspect. Et plus vous êtes proche d'elle, plus vous êtes suspect. Je ne suis pas là pour me faire des amis, mais pour établir des faits. Je comprends. Mark Lunsford dit avoir passé la nuit avec sa petite amie. Il faut qu'on trouve votre copine. Carmen? Oui. Ce ne sera pas difficile. Appelez-la. Nous, elle ne nous répond pas. La petite amie confirme son histoire. Je veux juste ma fille. Je sais, ne bougez pas, je reviens. L'émotion de Mark était sincère. Il ne jouait pas la comédie. Sa fille avait disparu et il voulait savoir ce qui lui était arrivé. Alors que la police interroge Mark, un autre enquêteur passe Archie au grill. Il se passait quelque chose avec Jessie. La situation vous a échappé. Peut-être qu'elle voulait en parler à quelqu'un. Comment vous pouvez faire ça? Archie était costaud. C'était pas un tendre. C'est des Ok. Le seul truc dont je suis coupable, c'est d'aimer ma petite fille. Il n'était pas du genre à se laisser intimider. Si c'est à ça que vous servent vos études, c'est de l'argent mal dépensé. Vous croyez que je vais rester calme? Mais je suis pas loin d'atteindre ma limite, là. C'était un homme formidable qui protégeait sa famille. Il fallait être fou pour imaginer mon père capable de ça.
C'était une idée obscène, très éloignée de ce que j'avais toujours connu. Et on n'avait pas encore touché le fond. Je lui ai dit, votre père réagit bizarrement. On va vous laisser seul avec lui et vous allez lui parler. Mark a accepté. Archie? Oui. Votre fils veut vous parler. Papa, je suis en train de péter les plombs. Moi aussi, il m'accuse, Mark. Je sais, ils me l'ont dit. J'arrête pas de leur répéter, mon père fera jamais ça. Mais ils sont convaincus que tu sais où elle est. Si je le savais, tu le saurais aussi. Pardon, papa. Mais ils n'arrêtent pas de me dire que tu sais où elle est. Tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Jessie. C'est ce qu'on veut tous les deux. Il s'intéressait beaucoup à notre famille, et pas tellement à qui que ce soit d'extérieur. Pendant 2 jours, Mark et Archie passent des heures en salle d'interrogatoire. Les enquêteurs se focalisent sur Archie. Ils sont convaincus que la famille sait ce qu'il est arrivé à Jessie. Allô? Il y a du nouveau? Ils ne la trouvent pas, Sissi. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez interroger les proches jusqu'à les rendre fous, allez-y. Mais pendant ce temps, retrouvez ma fille. La police pense qu'il faut les faire craquer pour retrouver Jessie. Les 2 hommes finissent par accepter de se soumettre au détecteur de mensonges. J'ai passé Mark et Archie au détecteur qui les a blanchis tous les deux. J'ai prévenu le shérif qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Ça a pris du temps, mais la vérité a fini par sortir. Notre famille n'avait rien à voir avec sa disparition. Il faut quand même rappeler que dans cette affaire, il n'y avait pas d'effraction. Il n'y avait pas de cris ni d'aboiements. C'était comme si elle s'était laissée emmener en silence. Donc je comprenais, mais j'étais quand même en colère. Après avoir écarté les 2 hommes, la police s'intéresse à la mère, Angie. Il y avait eu un divorce. La mère était dans l'Ohio et le père ici. Il fallait comprendre la dynamique familiale. Je m'en suis toujours voulu, parce que c'est la police qui a appelé Angie pour lui demander si elle savait où était sa fille qui avait disparu. Les enquêteurs parviennent à confirmer l'alibi de la mère de Jessie pour la nuit de la disparition. La mère était dans l'Ohio. On a pu l'écarter de la liste des suspects. De retour chez lui, Mark Lunsford a fait une découverte affreuse. La disparition a été signalée jeudi matin. L'histoire de Jessie, d'abord couverte par les chaînes locales, est rapidement reprise par les médias nationaux. À son retour, Mark a trouvé la porte d'entrée ouverte. Jessie n'était plus là. J'étais en 5e quand Jessie a disparu. J'ai vu ça aux infos. Elle était aussi du Sud et on avait presque le même âge. Ça m'avait effrayée. On a diffusé la photo dans tout le pays. On a fait circuler l'information. Réveillez-vous, votre enfant sera peut-être le prochain. Je connais la puissance des médias. La jeune Jessica Lunsford a ému le monde entier. Je vous en supplie, aidez-moi à trouver ma fille et à la ramener. Je veux juste savoir où elle est, si elle va bien. Sa place est auprès de sa famille. On reçoit des centaines et des centaines d'appels par heure. Il n'est pas question d'abandonner les recherches. Mais au fil du temps, beaucoup commencent à envisager le pire. Ton intuition te dit que le temps est compté. Je parlais à Dieu tous les jours pour le supplier de la ramener à la maison. La conviction que Jessie a été enlevée par un inconnu ajoute à l'enquête une dimension très inquiétante. Les statistiques montrent que les enlèvements d'enfants hors cadre familial ont généralement un mobile sexuel. Les policiers ne cherchent plus seulement un ravisseur, mais aussi un pédophile. Ils passent en revue tous les délinquants sexuels de la région.
Sur 208 auteurs d'infractions sexuelles enregistrés dans le comté de Citrus, il y en avait 50 qui vivaient à proximité de chez Jessica. Elle était entourée de criminels et de criminels en puissance. On a commencé par les 50 délinquants sexuels du quartier. On leur a demandé s'ils avaient un alibi et on a vérifié cet alibi. Puis on a étendu les opérations à l'ensemble du fichier. Ils vont voir ces prédateurs sexuels un par un pour les interroger. À l'une des adresses de la liste, une surprise les attend. Manifestement, ça fait un moment que l'endroit n'est plus habité. Le mobil-home était à l'abandon. L'extérieur était très délabré et ce n'était pas mieux à l'intérieur. Les enquêteurs sont là pour interroger un délinquant sexuel de 46 ans, John Cui. John Cui avait été arrêté 24 fois. Ça allait de la détention illégale d'armes à feu et de stupéfiants jusqu'à la corruption de mineurs. Il avait un casier long comme le bras et il avait déménagé sans prévenir. L'homme est introuvable. Il n'a pas laissé d'adresse. Retrouver John Cui et découvrir ce qu'il sait devient une priorité absolue. John Cui avait commis toutes sortes d'infractions et de délits. Mais surtout, il s'était introduit dans une maison et avait été surpris par le père dans la chambre de sa fille. Quelques jours plus tard, alors qu'elle recherche John Cui, la police reçoit un appel provenant d'un comté situé à une centaine de kilomètres. Le shérif du comté de Hillsborough m'a appelé tout à l'heure pour m'indiquer qu'ils avaient retrouvé un corps qui pourrait être celui de la fillette. Le shérif est passé nous voir. Il venait nous prévenir qu'en cherchant Jessie, ils avaient trouvé un corps dans une mare. C'était très tendu. On avait un corps dans l'eau. Ils avaient repêché une jeune fille dans le lac Tonoto-Sasa, à environ 115 km d'ici. Ils nous ont dit « c'est elle, c'est Jessie ». Mais en réalité, c'était le corps d'une fille plus âgée avec un tatouage. Jessica n'était pas tatouée. On nous a confirmé que ce n'est pas elle. Je répète, ce n'est pas elle. On a découvert que c'était une prostituée. C'est courant. On retrouve des corps partout par ici. C'est triste. On en cherche une et on en trouve une autre. Jessie a disparu depuis plus d'une semaine. L'affaire tient tout le pays en haleine. Jessie fait la une des journaux. Les médias couvrent l'affaire sous tous les angles possibles. Les gens veulent aider à la retrouver. En quête d'indices, des bénévoles ont entrepris de fouiller à nouveau les bois ce matin. On a reçu 3000 appels, dont un de Maddie Secord, la nièce de Cui. Elle nous a contactés parce qu'elle savait que John Cui avait déjà commis plusieurs agressions sexuelles. Elle nous a dit qu'il vivait juste en face de chez Jessica Lunsford, mais que personne ne le savait. La maison appartient à Dorothy Dixon, qui s'avère être la sœur de John Cui. C'est important, parce que Dorothy Dixon a déjà été interrogée lors de la première enquête de voisinage. Les policiers lui ont parlé. Ils sont entrés chez elle. Mais ils n'ont pas eu accès à toutes les pièces. Ils n'ont pu aller que dans les parties communes. Là, tout se met en place. Et ils se disent, si ça se trouve, la petite était dans la maison. Les enquêteurs retournent aussitôt sur place, cette fois avec une commission rogatoire. Une fois à l'intérieur, les inspecteurs entrent dans la chambre de John Cui. Là, ils trouvent un matelas ensanglanté et des câbles d'enceinte. Ils envoient ça au labo pour analyse. Tout indique que Jessie a été retenue ici, mais elle n'est plus là. Lorsque la police interroge Dorothy Dixon au sujet de son frère, elle obtient une réponse frustrante. Elle a dit qu'elle avait donné à John Cui de quoi s'acheter un billet de bus pour quitter la ville. Un billet pour Savannah, en Géorgie. Je suis convaincu que Dorothy Dixon a acheté ce billet pour se débarrasser de John Cui
parce qu'il mettait toute la famille en danger en restant là sans s'être inscrit. Dorothy Dixon affirme qu'elle ne savait pas que Jessie était là et qu'elle n'entrait jamais dans cette chambre. Son rôle dans cette affaire est louche, mais la police veut avant tout retrouver John Quay. Il y a un autre homme que la police recherche activement. Les enquêteurs auraient quelques 3000 indices menant à cet individu. Les autorités diffusent largement le nom et la photo de John Quay, jusqu'à ce qu'un employé le reconnaisse dans un foyer pour sans-abri d'Augusta en Géorgie et appelle la police. En accord avec le shérif, je décide d'envoyer des inspecteurs interroger John Quay. Vous savez pourquoi vous êtes là? Ouais, je sais. Ok, dans ce cas-là, j'irai droit au but. D'accord. Où habitiez-vous en Floride? Chez ma sœur. D'ailleurs, il y a des policiers qui sont venus fouiller sa maison. Il nie tout. Il ne sait même pas qui est Jessica Lunsford. Vous connaissez Jessica Lunsford? Non, monsieur. Vous ne l'avez jamais vue? Je sortais pas très souvent. Ok. Ils lui ont dit, vous allez passer au détecteur de mensonges et si tout va bien, on vous relâchera. John Quay se soumet au détecteur et très vite, il s'effondre. Les inspecteurs sont revenus et ils ont obtenu des aveux. On est ici parce que vous avez des choses à nous dire? Oui. Vous avez dit que vous aviez fait quelque chose à Jessica. Je voulais pas faire ça. D'accord. Johnny, écoutez-moi. Ça va aller. Je suis malade. Vous êtes malade et on va vous aider. C'était la première fois. C'est arrivé comme ça, hein? Vous êtes juste allé trop loin. Johnny, je sais que c'est dur, mais il faut tout me raconter depuis le début. Je suis allé la chercher chez elle. Qui? Chez elle. De qui on parle? De Jessica. Tout à coup, John Quay réclame un avocat. Mais les policiers décident de poursuivre l'interrogatoire. On ne sait pas où est Jessie. Il faut la retrouver. C'était un choix stratégique. Le shérif a dit, si la petite est en vie, on doit la trouver. Si ses aveux ne sont pas valables, tant pis. Comment saviez-vous qu'elle était là? J'en savais rien. D'accord. J'ai tenté ma chance, je suis entré. Vous saviez qu'il y avait une petite fille? Oui, je l'avais vue dans la rue. Ok, vous saviez où elle habitait? Oui. Vous êtes allé dans sa chambre? Oui, je suis allé dans sa chambre. John Quay est entré chez les Lunsford par une porte déverrouillée. Il l'a réveillée. C'est de là que venait la trace de terre, de sa main. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit de me suivre en silence. Elle m'a obéi. Oui, on est sorti. Elle a pris sa poupée? Oui, elle a pris... Son dauphin? C'était une peluche, pas une poupée. Un dauphin? Oui, un dauphin. Ok. John Quay décrit un simple crime d'opportunité. Le hasard a fait que le chien ne s'est pas réveillé. Quand vous êtes entré, le chien a aboyé? Non. Pas un bruit? Je savais qu'ils avaient un chien, mais je l'ai pas vu. Si le chien avait aboyé, je serais parti. Vous saviez que son père vivait là aussi? Non, je le savais pas. Que portait-elle? Une sorte de chemise de nuit. Ok. Et sa peluche. C'est tout ce qu'elle avait. Ok, donc vous sortez. Vous étiez armé? Non, pas du tout. Vous l'avez menacée pour la faire taire? Non, je lui ai juste dit de me suivre. Elle était très polie. J'ai dit chut. Elle a obéi sans discuter? Ouais, je sais pas pourquoi. Le chien n'a pas aboyé et la petite n'a pas crié. Elle s'est levée et elle vous a suivi? Ouais. Où ça? Je l'ai ramenée chez moi. Dans votre chambre? Ouais. Et ensuite? Je l'ai agressée sexuellement. Je suis un homme malade. Je voulais pas agresser l'enfant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les policiers sont anéantis lorsque John Quay leur révèle la terrible vérité. La première fois qu'ils sont venus, elle était cachée dans mon placard. Il avait ligoté Jessica avec du fil d'enceinte. Et il avait laissé la porte du placard ouverte et la télé en marche pour qu'elle puisse regarder les gens qui la cherchaient. Je sais qu'elle est quelque part. J'espère qu'elle nous entend. Je veux dire à son ravisseur que sa place est auprès de sa famille.
Il lui fait regarder les opérations de recherche. Elle voit la rue par la fenêtre, elle entend les hélicoptères et les chiens. C'est la torture psychologique la plus cruelle que j'ai jamais vue. J'ai besoin d'aide. Plus de 2 semaines ont passé depuis la première fouille. Pour les enquêteurs, ça doit être terrible de savoir qu'ils étaient si près du but. Jesse était dans le placard, mais ils n'avaient pas le droit d'inspecter cette chambre. C'est un choc pour les policiers. Jesse était là depuis le début et ils ne l'ont pas vu. Mais John Quinn n'a toujours pas répondu à la question la plus importante. Où se trouve Jesse? Elle a demandé à rentrer chez elle? Elle a demandé quand elle pourrait partir et j'ai dit bientôt. Je comptais la laisser partir. Je voulais la laisser partir. Je voulais, mais j'ai pris peur et je l'ai pas fait. Je l'ai pas laissé partir. Ok. Vous avez tous débarqué et j'ai paniqué. La première fois, ils ont pas fouillé la maison. Elle était encore en vie? Elle était toujours vivante. Je lui ai juste dit de rester dans le placard. Le premier jour? Oui, enfin... On était déjà venus? Ça devait faire 3 jours, quelque chose comme ça. Elle était dans le placard et je lui donnais à manger. Je lui donnais à boire. Mais j'ai pris peur, je savais pas quoi faire. Elle savait qu'on la cherchait? Ouais, je lui ai dit. Je lui ai dit que tout le monde la cherchait. Et elle l'a vue à la télé. Le 3e jour, Kui s'est dit « Je ne sais pas quoi faire. La police est venue. Je veux pas me faire prendre. Je dois me débarrasser de Jessica. » Qu'avez-vous fait ensuite? Je l'ai mise dans un sac. Un sac? Un sac poubelle. Et après? Je suis sorti un soir, j'ai creusé un trou et je l'ai enterrée. Elle était déjà morte? Non, je l'ai enterrée vivante. Où est son dauphin? Je l'ai enterré avec elle. Dans le sac? Ouais, elle voulait le prendre avec elle. Quand vous l'avez mise dans ce sac et jetée dans le trou, vous saviez que ça la tuerait? Ouais, je le savais. Écoutez-moi. Je suis malade. C'est très important, reprenez-vous. Comment on peut enterrer un gosse? Elle est morte et je pense à ses parents, je leur ai pris leur enfant. Quand on reçoit des aveux comme ça, c'est difficile à supporter. Le problème, c'est qu'il nous appartient de la ramener chez elle. Et on prend cette responsabilité à cœur. J'étais dans la cour et j'ai vu 2 adjoints du shérif arriver à toute allure. Ils se sont arrêtés devant cette maison et ils ont sorti la rubalise. Ma sœur est sortie, je lui ai dit de rentrer et d'éteindre la télé. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont trouvée. Je n'ai pas eu besoin qu'ils me le disent. Plus tard, j'ai vu les gros bonnets du bureau du shérif se diriger vers moi. Je leur ai dit, foutez-moi la paix. Allez annoncer à cette femme ce qu'il est arrivé à sa petite fille. Les policiers sont entrés dans la maison. On s'est assis là, dans le salon. L'un d'eux s'est agenouillé devant moi, mais je savais déjà. On a sorti Jessie de ce trou et on l'a ramenée chez elle. Jessie est morte asphyxiée à 1 mètre sous terre, dans un sac poubelle, avec les mains attachées dans le dos. Je ne peux même pas vous dire la colère que j'ai ressentie en découvrant qu'elle était à 150 mètres de sa chambre. Tous les jours, j'ai ouvert cette porte, j'ai regardé dehors et j'ai demandé à Dieu où elle était. Il me l'a dit, mais je n'ai pas entendu.
Elle était sous mes yeux. J'ai demandé à Dieu de me la ramener. Je n'ai pas précisé de quelle manière. Je voulais juste qu'on me la ramène. Et on me l'a ramenée. John Cui est accusé de meurtre avec préméditation, d'agression sexuelle, d'enlèvement et d'effraction. Il risque la peine de mort. Dorothy Dixon est mise en examen pour obstruction à la justice, mais les charges sont abandonnées. On considérait que Dorothy Dixon et Maddie Secord étaient complices dans cette affaire. On les a arrêtés et mis en examen, mais ça n'a pas tenu. Le procureur ne nous a pas suivis. Le parquet a présenté ses arguments contre John Evander Cui, accusé d'avoir assassiné Jessica Lunsford, 9 ans, en 2005. Les pièces à conviction montreront que le responsable de ces actes se trouve là. L'accusation se heurte à un obstacle de taille. Comme l'avait prévu le shérif, les aveux de John Cui sont irrecevables parce qu'on a continué à l'interroger après qu'il avait demandé un avocat. Mais on avait le matelas, avec du sang et de l'ADN dessus. Notre dossier était solide, même sans ses aveux. L'accusé l'a enlevée, violée, enterrée vivante et assassinée. Il l'a mise dans 2 sacs poubelles. L'État de Floride contre John Evander Cui. La Cour a rendu sa décision. Pour le meurtre de Jessica Mary Lunsford, ce tribunal vous condamne John Evander Cui à la peine de mort. Ma fille a obtenu justice, il va mourir. C'était réconfortant. La séance est levée. Tu as fait du mal à un enfant de Dieu. Tu dois mourir. Tu ne mérites pas d'être sur terre. Il n'y a pas vraiment lieu de se réjouir. Mais quand on fait du mal à votre enfant, personne ne mérite plus de mourir que quelqu'un qui fait du mal à votre enfant. Finalement, John Cui meurt de cause naturelle en 2009, avant d'avoir pu être exécuté. Depuis la mort atroce de Jessie, Mark milite activement pour les droits de l'enfant. Il a beaucoup fait évoluer la loi. Après la découverte de son corps, j'ai commencé à militer. Et j'ai fait passer la loi de Jessie. Je suis là pour déclarer la guerre aux prédateurs pédophiles et pour vous convaincre de me rejoindre. Traquons-les au lieu de les laisser traquer nos enfants. Avis aux prédateurs. La loi de Jessie s'appuie sur des directives de peine et d'inscription pour limiter les déplacements des délinquants sexuels. Elle prévoit des sanctions plus lourdes pour les auteurs d'infractions sexuelles et les gens qui les accueillent. La loi comprend une peine plancher de 25 ans de réclusion pour certaines infractions sexuelles, ainsi qu'une surveillance électronique à vie pour les délinquants sexuels condamnés. Je suis fier de promulguer la loi Jessica Lunsford. Grâce aux efforts de Mark, la loi de Jessica est adoptée en Floride en 2005 et prend effet dans plus de 40 autres États. C'est l'héritage de Jessie. Mais il ne se limite pas à cette loi. Ils ont eu l'idée de créer des centres de défense des droits de l'enfant, et j'ai soutenu ce projet. On n'a pas pu sauver Jessie, mais on a transmis son héritage. Ce centre de défense des droits de l'enfant porte le nom de Jessica Lunsford. Il vise à offrir à tous les enfants victimes de violences et d'abus un endroit sûr et accueillant où venir raconter leur histoire et entamer leur guérison. Dans les villes avec un centre de défense des droits de l'enfant, les dossiers sont plus solides, les procédures aboutissent davantage et le taux de poursuite augmente. J'espère qu'elle est fière de ce qu'on a bâti. J'espère qu'elle est fière de ce centre. Quand on perd un enfant, on meurt chaque jour.
parce que chaque jour est un jour de plus où il faut vivre sans lui. Nos enfants sont censés nous enterrer. Ça ne devrait pas être l'inverse. C'est une expérience que je ne souhaite à personne. Perdre un enfant est un traumatisme que l'esprit n'est pas capable d'appréhender. Dans vos nuits de cauchemar, vous verrez ce que vous savez et vous imaginerez le reste. Et c'est encore pire. Personne n'a envie d'imaginer le meurtre de sa fille. Quand vous avez un enfant, vous échangez un morceau de votre âme avec lui. Et quand vous le perdez, c'est pour ça que c'est si douloureux. Vous perdez un morceau de votre âme. Ça, c'est un mémorial en souvenir de Jessie. S'il arrive quelque chose à votre enfant, ça ne disparaîtra pas avec le temps, mais ce sera remplacé. Vous penserez davantage aux souvenirs des moments heureux et moins à ce qui lui est arrivé. Elle a changé nos vies. Elle est toujours avec nous. Elle n'est pas au cimetière. Son corps est là-bas. Mais elle est avec nous. On se disputait pour savoir qui aimait le plus l'autre. Un jour, après avoir répété chacun son tour, « Je t'aime plus, je t'aime encore plus », j'ai dit « Je t'aime comme ça » en faisant le tour. Et elle a répondu « Je t'aime comme ça et rien ne peut se mettre entre nous ». Elle ensorcelait tous ceux qui la rencontraient. C'était une voleuse de cœur. Tout le monde l'aimait. Je me lève, chaque jour, avant le soleil, comme si la nuit elle-même refusait de céder à l'aube. C'est un rituel que j'ai appris depuis longtemps. Un rituel que je n'oserais pas interrompre. Dans la pénombre de la cuisine, le silence est presque lourd, mais il y a quelque chose de réconfortant dans ce calme, un espace pour les pensées, les souvenirs, les regrets. Aussi, je prends ma vieille toque, un peu usée par les années. Elle ne ressemble plus à celle des jeunes boulangers qui travaillent dans des endroits modernes. Mais elle a vu passer beaucoup d'histoires, beaucoup de matins, comme celui-ci. Une toque que ma mère portait, une toque qui me relie à elle, à ce qui est passé, à ce que je continue, sans savoir pourquoi, parfois. Je glisse mes mains dans la farine et je sens la douceur de cette poudre blanche entre mes doigts. C'est comme si chaque grain me parlait d'un passé lointain, d'un autre temps où ma mère préparait ces mêmes petits pains chaque matin. Les gestes étaient les mêmes, si simples, si répétitifs. Mais dans ces gestes se cachait une forme d'amour que l'on ne pouvait pas exprimer autrement. Elle ne disait pas beaucoup de mots, mais ses mains en parlaient pour elle. Elles étaient pleines de tendresse. Chaque boule de pâte que je façonne maintenant est une mémoire vivante de tout ce qui a été. Quand je ferme les yeux un instant, je peux presque entendre la voix de ma mère me dire « Il faut que la pâte repose, il faut qu'elle prenne son temps ». Elle avait ce calme inébranlable, cette patience que je n'ai jamais su totalement comprendre. Pour elle, la vie était une question de moments suspendus, de petites choses qui se tissent lentement, un fil à la fois. Transition légère, bruit de pâte pétrie, je roule la pâte, je la travaille, je la façonne. Chaque mouvement est une danse intime, un geste appris, répété encore et encore. Mais aujourd'hui, comme chaque jour, je pense à lui, mon fils. Mon unique enfant qui a quitté cette petite ville il y a quelques années, à la recherche de quelque chose de plus grand. Il voulait s'éloigner du petit confort de cette vie tranquille, voulait voir le monde, vivre des aventures. J'ai toujours compris, quelque part au fond de moi, que le monde l'appelait,
Mais chaque matin, en pétrissant la pâte, je me demande « Pourquoi ne revient-il pas ?» Le four chauffe lentement, les pains commencent à prendre forme, c'est la même chose à chaque fois. Mais son absence, elle, ne prend jamais forme. Elle reste là, silencieuse, présente, comme une ombre, tapie dans l'ombre de la cuisine. Je me souviens de la dernière fois où il est parti. Il avait ses yeux pleins de rêves, d'espoir, d'avenir. Moi, j'étais là, lui donnant un dernier câlin, lui glissant une poignée de billets dans sa poche, mais je n'ai pas su quoi lui dire. Les mots me manquaient, comme toujours, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre à dire que « Reviens, un jour ». Et il est parti sans un mot de plus, juste un regard et l'odeur de la pâte dans l'air comme une promesse non formulée. Silence, bruit de fond d'une porte qui s'ouvre lentement. Je regarde la pâte reposer, tout comme elle le faisait à l'époque, patiemment, attendant d'être transformée. Et je me souviens des moments où, enfant, il me regardait travailler. Je l'entends encore dire avec sa voix d'enfant « Maman, pourquoi tu ne te reposes jamais ?» Je n'avais jamais de réponse à lui donner. Peut-être parce que je croyais qu'une mère devait toujours être en mouvement, toujours être là, prête à donner, prête à nourrir. Les pains du matin, ce n'est pas juste un travail. C'est une manière de dire que l'on tient bon, que même dans l'absence, il y a quelque chose de précieux qui persiste. La chaleur du four, la texture douce de la pâte, l'odeur qui s'échappe des petits pains frais, tout cela est une forme d'amour. Une façon de tenir le temps à distance, de ne pas le laisser filer trop vite. J'ai mis de côté cette vieille recette de ma mère, celle qu'elle me transmettait sans jamais expliquer pourquoi, comme si elle savait que certains gestes n'ont pas besoin de mots pour être compris. Quand il reviendra, je veux qu'il goûte ces petits pains, qu'il retrouve un peu de ce que j'étais, un peu de ce que nous étions, lui et moi, avant qu'il parte, avant que tout change. Pause, bruit doux de pain qui sort du four. Le moment du matin est presque sacré pour moi. C'est un rituel qui me permet de rester connecté à lui, même quand il n'est pas là. Ces petits pains, c'est tout ce qu'il me reste à lui offrir. Une part de moi, tout en douceur et en chaleur, qui espère qu'il reviendra, qu'il trouvera un jour la paix de revenir ici, dans cette petite boulangerie, avec l'odeur des pains tout juste sortis du four. Transition musicale légère. Mais chaque jour, je me demande si le monde dans lequel il vit maintenant, dans lequel il s'est perdu, a encore de la place pour ces gestes lents, pour ces petites attentions. Est-ce que la vie l'a changé à tel point qu'il ne reconnaîtra plus la chaleur du four, ni le goût du pain maison ? C'est peut-être un rêve, mais même dans ce rêve, je suis prête à attendre, parce que parfois, le seul vrai retour, c'est celui du cœur. Le seul retour qui compte, c'est celui qui revient quand le temps a pris son temps. Et peut-être qu'un jour, dans l'odeur d'un pain tout chaud, il comprendra ce que j'ai essayé de lui dire tout ce temps, sans jamais y parvenir avec des mots. Ceci est l'introduction à la première partie du script. Le ton est émouvant, avec une attention particulière sur les gestes quotidiens et la lenteur de la narration pour renforcer l'aspect émotionnel. Si cela vous convient, nous pourrons continuer avec les autres parties. Le soleil s'élève doucement, effleurant la ville endormie d'une lumière pâle, presque timide. Le four est allumé et l'air est empli de la chaleur qui enveloppe la boulangerie. J'enroule chaque boule de pâte, mes mains se perdant dans la douceur, dans cette texture familière, comme une étreinte, un retour à quelque chose d'intime. Ce geste de pétrir, de rouler, de façonner, je le fais chaque matin. Il n'y a rien de plus simple. Et pourtant, dans cette simplicité, je trouve un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. Je ferme les yeux un instant, et l'odeur de la pâte fraîchement pétrie me ramène à ce temps où, enfant, il se tenait là, à mes côtés, observant mes mains. Il ne disait rien, mais je savais qu'il me regardait, il aimait me voir travailler, peut-être parce qu'il savait que chaque geste avait un sens, un poids, un amour silencieux qu'on ne pouvait pas exprimer autrement. « Pourquoi ? Tu travailles toujours, maman ?» demandait-il parfois, son regard cherchant une explication. Il ne comprenait pas encore que pour moi, le travail était bien plus qu'une simple occupation. Il était un acte de connexion, un acte de mémoire, un acte d'amour. Dans ces gestes simples, il y avait une forme d'abandon, de dévotion, de tendresse infinie. Chaque boule de pâte était un souvenir, chaque baguette un retour à lui, chaque pain un petit message que je lui envoyais sans jamais oser le dire de vive voix. Je me souviens de ses mains, petites et fragiles,
qui cherchait à imiter les miennes, à reproduire mes gestes. Je l'entends encore, sa voix pleine d'admiration, me dire « Un jour je ferai les pains comme toi ». Il avait une manière innocente de dire les choses, un espoir naïf, mais tellement pur, et je lui répondais, sans vraiment y penser, en souriant « Un jour, mon chéri, un jour tu feras les pains comme maman. » Mais maintenant, il est loin, dans un autre monde, un monde qu'il a choisi, un monde dans lequel je n'ai pas trouvé ma place. Il a trouvé sa voie loin de moi, loin de cette petite boulangerie, loin de ces gestes répétitifs qui pourtant me relient à lui comme un fil invisible. Je façonne les pains, et chaque coup de rouleau est comme une caresse sur un souvenir. Chaque pain prend forme, chaque forme me rappelle un instant particulier, une conversation oubliée, un rire d'enfant. Je n'ai jamais compris pourquoi il a voulu partir, pourquoi il a ressenti ce besoin irrépressible d'aller ailleurs. Était-ce moi, trop accroché à ces petits instants, ou bien le monde l'appelait-il de manière irrésistible, comme une force qu'on ne pouvait pas ignorer? Je laisse la pâte reposer à nouveau. Le temps sécherait est précieux, et il faut savoir l'attendre. Dans ce silence, la boulangerie semble me parler. Elle me parle de lui, de son départ, de ce vide laissé derrière lui, mais elle me parle aussi de lui dans chaque pain que je façonne, dans chaque croûte qui se forme, dans chaque instant passé à faire le même geste jour après jour. J'ai l'impression qu'il n'est jamais vraiment parti. Peut-être est-ce que cela l'espoir, un espoir silencieux qui persiste, même dans l'absence. Un espoir que, quelque part, il pense à moi, qu'il se souvient de ce goût, de cette chaleur qu'il a laissée derrière lui, de ces gestes qui m'avaient échappé quand il était là. Je suis consciente de la lenteur de ma vie, mais la lenteur, parfois, est la seule chose qui permet de saisir le temps, de le comprendre. Car dans chaque instant suspendu, il y a une vérité qu'on ne perçoit pas quand tout va trop vite. Ce matin, comme chaque matin, je prépare les petits pains et dans la chaleur du four, une idée me traverse l'esprit. Et si, un jour, il revenait? Et si, un jour, il franchissait la porte de la boulangerie, le regard fatigué mais curieux, prêt à goûter à ce qu'il avait laissé derrière lui, prêt à retrouver cette douceur que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Peut-être qu'il reviendrait, non pas pour la boulangerie, mais pour ce qu'elle représente. Peut-être qu'il reviendrait pour les souvenirs que j'ai dissimulés dans chaque pain, dans chaque croûte dorée, pour la chaleur qui émane de ces gestes répétés. Peut-être qu'il reviendrait parce qu'il aurait compris que la véritable douceur de la vie, ce n'est pas celle que l'on trouve dans les aventures lointaines, mais dans les petites choses, les gestes répétés, l'amour infini et silencieux des petites mains qui façonnent, qui attendent, qui espèrent. Je regarde les pains sortir du four, leur croûte dorée qui fait écho à un autre temps. Et, pour un instant, tout semble s'arrêter. L'air est empli de l'odeur du pain chaud, et dans cette chaleur, je trouve une forme de paix. Il n'est peut-être pas là, mais il est présent dans chaque mouvement que je fais. Dans chaque geste que j'accomplis, je sais que je lui envoie un message silencieux. Je suis ici encore et toujours pour toi. Je dépose les pains sur la table, un à un. Ils sont parfaits, comme ils l'étaient toujours. Et je me permets enfin de croire que peut-être un jour, il goûtera à nouveau à ce pain, à ce moment suspendu. Peut-être que dans ce simple geste, il comprendra que, même dans le silence, il n'est jamais vraiment parti. Pause. Les gens commencent à arriver, les premiers clients du matin. La journée commence lentement, mais elle commence. Et moi, je continue à façonner les pains, à faire ce que je sais faire de mieux, offrir un peu de douceur au monde, un peu d'amour dans chaque bouchée, parce que c'est tout ce que j'ai à offrir, un peu de chaleur, un peu d'amour, et l'espoir que, quelque part, il me reviendra. Le matin avance doucement. Les rues s'animent peu à peu, mais ici, dans cette boulangerie, tout reste tranquille, les odeurs se mélangent, la chaleur du pain, la douceur de la farine, l'odeur du café qui commence à envahir l'espace. C'est un parfum que je connais bien, un parfum qui me rappelle tant de choses, l'enfance, les hivers au coin du feu, les matins passés à regarder la neige tomber à travers les fenêtres. Chaque pain que je façonne est comme un instant suspendu dans le temps, un instant que je laisse échapper pour mieux m'y retrouver. Je laisse mes mains caresser doucement la pâte, comme une mère caresse la joue de son enfant. Chaque geste me ramène à lui, à ces moments où il était là, présent, avec ses yeux pleins de curiosité. Il avait toujours une question à poser, toujours une nouvelle découverte à partager.
Il m'étonnait, ce petit. Il avait cette capacité à voir le monde avec des yeux neufs, comme s'il y avait toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à découvrir. Moi, j'étais là pour lui, pour répondre à ses questions, pour le guider. Mais aujourd'hui, il est ailleurs, loin de moi. Et je continue de faire ce que je fais, jour après jour, sans savoir exactement pourquoi. Peut-être parce que c'est tout ce que j'ai à offrir. Peut-être parce que c'est le seul moyen de rester en vie, ici, dans ce monde de silence qui semble l'avoir englouti. Les clients commencent à entrer. Ils sont les mêmes que chaque matin. Les habitués, ceux qui viennent chercher leur pain, leur croissant, leur sourire. Ils n'ont pas changé, mais moi, j'ai changé. Parce que chaque jour, je les sers, je leur souris, mais dans mon cœur, il y a ce vide. Un vide que personne ne peut combler, sauf lui. Lui, qui n'est pas là. Lui, qui m'a laissé derrière, sans un mot, sans un regard en arrière. Et pourtant, il est toujours là. Il est là, dans chaque pain que je fais, dans chaque croûte dorée que je place sur la table, dans chaque mouvement de mes mains. J'ai toujours été fier de ma boulangerie, fier de mon métier. Mais il y a des jours, comme aujourd'hui, où la fierté semble s'être évaporée, où chaque pain, chaque geste, semble être une répétition sans fin d'un même rituel qui ne mène à rien. Parce que même si les clients se pressent pour acheter, il manque quelque chose ici. Quelque chose que je ne peux pas trouver dans la farine ni dans le sucre. Quelque chose que je ne peux pas reproduire avec les mains. Les heures passent, lentement, comme le temps qui se traîne sur le sol de cette vieille boulangerie. L'après-midi arrive, et avec elle, la fatigue s'installe, doucement, imperceptiblement. Je commence à fermer les volets, à ranger la farine, à nettoyer le plan de travail. Ce sont des gestes simples, mais qui prennent tout leur sens en fin de journée. À chaque mouvement, je me demande si, au fond, ce que je fais a encore un but. Ce n'est pas qu'une question de travail, ni même de routine. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'amour qui s'est cristallisé dans ces gestes. C'est l'amour qui s'est transformé en mémoire, en attente. J'entends le bruit d'un moteur dehors. C'est un bruit familier, un bruit qui me fait lever les yeux. Je me précipite à la fenêtre, le cœur battant un peu plus vite, comme si j'attendais quelque chose, comme si le monde allait enfin me donner une réponse à toutes ces questions qui me hantent chaque jour. Mais ce n'est qu'une voiture qui passe. Rien d'autre, juste une voiture parmi tant d'autres. Je souffle un soupir et mes épaules se détendent. Il n'est pas là. Pas encore. Peut-être qu'il ne reviendra jamais. Peut-être que la vie l'a emporté trop loin pour que je puisse le rattraper. Mais dans cette attente, dans cette lente respiration de la journée qui s'achève, je trouve une forme de paix. Parce que, d'une manière ou d'une autre, l'amour reste. L'amour est là, caché dans les petites choses, dans les gestes qui semblent futiles, mais qui en réalité sont tout ce qui nous relie. Je ferme la porte de la boulangerie. Le soleil se couche à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et rouges. La nuit commence à tomber lentement et je me retrouve seul avec mes pensées. Je regarde les petits pains que j'ai faits aujourd'hui. Ils sont là, tous alignés, prêts à être vendus, prêts à être dégustés par d'autres. Mais dans ces petits pains, il y a une part de moi. Il y a l'amour que je ne peux plus lui donner, mais que je laisse dans chaque bouchée. C'est ma façon de lui dire que je l'attends, que je ne l'ai pas oublié. Et peut-être, juste peut-être, que quelque part, dans un coin du monde, il pense encore à moi. Peut-être qu'il regarde les étoiles et se souvient de cette lumière douce qui brillait dans ma boulangerie, de la chaleur du four et du parfum des petits pains. Peut-être qu'il se souvient de ce moment où, enfant, il me disait que plus tard, il ferait les pains comme moi. Peut-être que, quelque part dans un coin de son cœur, il garde ce souvenir, ce lien entre nous, comme moi, je le garde. Je laisse mes mains se reposer un instant, en pensant à lui. Et, pour la première fois depuis longtemps, je souris, doucement. Parce que même dans l'absence, il y a une présence, même dans la solitude, il y a une connexion. Et même dans le silence, il y a une vérité que seul l'amour peut révéler. C'est cela, l'humanité, cette capacité à aimer, même à distance, même dans l'attente. C'est cela qui nous fait tenir, qui nous fait avancer, qui nous fait espérer, encore et encore. La lumière du matin s'estompe, laissant place à un ciel plus doux, presque brumeux. La boulangerie, tout comme moi, semble avoir accepté le passage du temps. Les bruits de la ville sont devenus lointains, une mélodie discrète qui se fond dans le silence de cet espace.
Le four est encore chaud, l'odeur du pain tout juste sorti du four flotte dans l'air, une promesse de confort et de sécurité. Mais pour moi, ces promesses sont devenues de plus en plus fragiles. Je me souviens encore de la dernière fois où il est revenu, il y a plusieurs années. Il était resté quelques jours, pas plus. Comme un fantôme, il avait traversé cette maison, cette boulangerie, en effleurant les souvenirs sans jamais s'y attarder. Il avait pris le temps de manger un petit pain, le seul qu'il n'ait jamais oublié. Mais il ne m'avait pas dit grand-chose. Juste des gestes, des regards, un peu de son ancienne présence, une étincelle d'autrefois avant qu'il ne reparte encore et toujours vers ses rêves, ses envies, loin de moi. Et moi, j'étais resté là, comme une vieille habitude, comme un pain qui lève lentement, sans savoir exactement quand il serait prêt. Aujourd'hui, je ne m'attends plus à rien. Les années ont emporté mes attentes, petit à petit, comme un vent qui effleure les vagues d'un lac. Chaque jour, je me relève, je façonne la pâte, je prépare les petits pains, tout en sachant que cette routine ne changera rien à sa distance. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce silence. Un silence que j'ai appris à entendre, à apprivoiser. Parce que dans ce silence, il y a des réponses. Pas des réponses verbales, mais des réponses qui se trouvent dans les gestes, dans les petits détails. Il y a l'amour caché dans la chaleur du four, l'espoir dissimulé dans chaque sourire offert aux clients, l'attente dissimulée dans chaque coup de rouleau. Je continue de travailler, la pâte sous mes mains, qui m'apporte une forme de réconfort, une forme de calme. Les gestes deviennent automatiques, presque sacrés. C'est comme si, à chaque tour de main, je réécrivais une histoire où chaque petit pain est une page d'un livre que je n'ai jamais fini de lire. L'histoire d'un fils, d'une mère, d'un lien qui résiste, même quand tout semble s'effacer. La mémoire, parfois, est une force plus puissante que tout. C'est elle qui nous maintient vivants, qui nous fait avancer, même quand la réalité nous échappe. Je regarde les petits pains qui commencent à cuire. Leurs croûtes dorées se forment lentement, et je sais qu'ils seront parfaits, comme chaque jour. Parfois, je pense que c'est la seule chose qui reste constante dans ma vie. La cuisson des pains, les mêmes gestes, la même chaleur, et dans cette chaleur, je trouve un peu de paix, un peu de douceur. Peut-être que je ne peux pas réparer ce qui est brisé, peut-être que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais dans cette petite boulangerie, chaque matin, chaque soir, je trouve un peu de réconfort. Les clients arrivent, l'un après l'autre, dans un murmure discret. Je les accueille avec un sourire, une salutation. C'est une forme de politesse, mais aussi une manière de me raccrocher à ce qui reste, à ce qui est tangible, à ce qui est là, devant moi. Les visages changent, mais la routine reste la même. Une routine qui me fait sentir moins seul. Parce que dans cette routine, il y a une forme d'humanité. Les gens viennent ici pour un pain, mais ils repartent en requête avec plus que ça. Un sourire, un échange, un moment suspendu dans le temps, juste assez long pour se sentir un peu moins isolé. Je pense à lui, encore une fois, il est toujours là, quelque part dans mes pensées, dans le silence que je partage avec lui chaque matin, chaque soir. Peut-être qu'il ne revient jamais, peut-être qu'il a trouvé sa place ailleurs, mais peut-être qu'un jour, comme ce pain qui lève lentement, il reviendra. Pas avec des mots, mais avec des gestes, avec ce regard, cette lumière dans ses yeux. Peut-être qu'il viendra juste un matin après tout ce temps, et qu'il me dira simplement « Je suis revenu ». Je ne sais pas si ce jour viendra. Je ne sais même pas s'il est encore capable de se souvenir de ce qui nous liait, de ce que j'ai fait pour lui, de ce que nous avons partagé. Mais dans ce silence, dans ces gestes quotidiens, je sais une chose. Il est encore là, dans cette boulangerie. Il est encore là dans chaque petit pain que je prépare. Et même si je ne peux pas lui dire, je l'espère. Je l'espère avec toute la douceur de ce silence, avec tout l'amour que j'ai mis dans chaque pain, chaque geste. La lumière commence à changer, le soleil se couchant lentement derrière les collines. Le jour s'éteint et la boulangerie se vide peu à peu. Je ferme la porte et je regarde autour de moi. C'est ici, dans cette petite pièce que j'ai vécu. C'est ici que je continue de vivre, dans ce silence que j'ai appris à aimer, dans cette attente qui, un jour peut-être, sera comblée. Et je sais que, malgré tout, cette attente ne sera jamais vaine, parce qu'elle est remplie de tout ce que je suis,
de tout ce que j'ai donné et de tout ce que je continuerai à offrir. Pas avec des mots, mais avec des gestes. Pas avec des promesses, mais avec de l'amour. Je souffle doucement, comme pour laisser le monde entrer un peu plus en moi, et je prépare les derniers pains de la journée, dans la douce chaleur de la boulangerie. Et dans cette chaleur, je trouve un peu de paix, un peu de sérénité, un peu de vérité. Parce que même dans le silence, même dans l'absence, l'amour persiste, toujours. Le matin s'étire encore, comme un long fil d'or qui se tisse lentement dans le ciel, illuminant peu à peu la boulangerie. Le four ronronne doucement, et je me tiens là, dans l'odeur sucrée et chaude du pain qui cuit, dans le calme qui règne ici. Il n'y a pas de précipitation, pas de bruit assourdissant, juste la rythmique calme des gestes que je répète sans fin. Parfois, je me demande si ces gestes, ces petites actions de tous les jours ne sont pas les seuls fils qui me relient à la vie, à ce qui était et à ce qui pourrait encore être. Je pétris la pâte, la façonne encore. Les gestes sont lents. Mes mains dansent au rythme de la farine, du beurre, du sucre. C'est comme si, à chaque mouvement, je cherchais à effacer les années, à faire revenir des moments perdus, des moments où il était là, à mes côtés. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont il me regardait, avec ses yeux pleins de curiosité, son esprit avide de comprendre, de savoir, de tout découvrir. Et moi, j'étais là pour lui, pour répondre à ses questions, pour l'écouter, pour l'aimer. Mais il est parti, et je suis resté ici avec cette boule de pâte, ces gestes, cette attente. Je m'arrête un instant. Mes mains tremblent légèrement, pas à cause de la fatigue, mais parce qu'une pensée s'impose à moi, comme un murmure qui me traverse soudainement. Et s'il revenait, pas pour rester, peut-être, mais juste pour un moment, un seul instant, juste assez pour me permettre de lui dire ce que je n'ai jamais osé lui dire, juste assez pour lui dire que je l'ai toujours aimé, même dans le silence, même dans l'absence. Que chaque petit pain que je fais, chaque geste que je pose, c'est pour lui, pour nous. Un dernier cadeau, un dernier adieu, peut-être. Je sais que je me mens. Il ne reviendra pas. Pas comme ça. Pas d'un coup, sans prévenir. La vie ne se résume pas à ses espoirs fous, à ses rêves impossibles. Et pourtant, l'idée me hante. Parce que dans cette attente, il y a une forme de douceur, une forme de paix. Je laisse tomber la farine sur le plan de travail et je me laisse emporter dans mes pensées, dans cette absence qui est devenue une partie de moi. Les clients commencent à arriver et je suis tiré de ma rêverie. Ils entrent, comme tous les matins, avec leur sourire familier, leur visage marqué par la routine. Ils n'ont pas changé, eux. Pas plus que les gestes que je fais pour les servir. Le pain est prêt, chaud, doré, prêt à être emporté. Mais dans cette chaleur, dans cette douceur, je trouve encore ce lien, ce fil invisible qui me relie à lui. Chaque pain que je façonne est une manière de lui dire « Je suis là, toujours. Je n'ai pas oublié. Et je t'attends. » Je les serre un à un, les sourires se croisent, les salutations s'échangent, mais en moi, tout est calme. Comme si, dans cette boulangerie, le temps avait pris un souffle plus léger, comme si chaque moment passé ici effaçait un peu de la douleur qui réside dans l'absence. Je les regarde partir, les mains pleines de pain tout chaud, et une part de moi s'en va avec eux comme une offrande silencieuse. Le soleil grimpe de plus en plus haut dans le ciel, réchauffant la pièce, réchauffant l'air. Et dans cette lumière douce, je me permets, enfin, de poser un regard sur ce que j'ai construit. Cette boulangerie, cette vie. Ce sont des petites choses, des petites victoires quotidiennes. Rien d'extraordinaire, mais pourtant, c'est ce qui me reste. C'est tout ce que je peux offrir. Des pains chauds, des gestes tendres, des sourires partagés, et ce fil fragile mais présent entre nous. Je nettoie le plan de travail, je range les derniers ingrédients. Le jour avance, mais il n'est pas encore terminé. Il y a encore des choses à faire, des gestes à accomplir. Et au fond, c'est tout ce que j'ai. Une vie faite de petites choses. Une vie faite de petites promesses. Et peut-être que, d'une manière ou d'une autre, ces petites promesses s'accomplissent. Même dans l'absence, même dans le silence. Parce qu'à travers chaque petit pain, chaque geste, il y a l'amour. Et cet amour, quoi qu'il arrive, reste, il persiste.
Je ferme doucement la porte de la boulangerie à la fin de la journée, le soleil commençant à se coucher derrière les montagnes. L'air est frais, le vent léger, et dans ce vent, je trouve une forme de sérénité. Une sérénité qui ne vient pas du fait qu'il soit là, ni même qu'il revienne, mais du fait que, quelque part, dans cette attente silencieuse, je suis en paix, parce que j'ai donné tout ce que j'avais, parce que j'ai fait ce que j'ai pu, parce que malgré tout, l'amour persiste dans chaque petit geste, dans chaque petit pain. Et même si le monde oublie parfois, il y a toujours ces petites choses qui nous rappellent ce qui est vraiment important. Ces petites choses, ces gestes, ces amours silencieux, cachés dans l'ombre du quotidien. Je souris, un sourire doux, presque imperceptible, et, dans cette lumière du soir, je me permets de rêver, encore une fois, qu'un jour, il reviendra. Pas comme avant, mais juste pour un instant, juste pour me dire que lui aussi a aimé tout cela, et peut-être, juste peut-être, pour partager un dernier pain ensemble, un dernier instant de douceur avant que tout ne s'éteigne. Un dernier geste d'amour, encore et toujours. Le matin, et c'est venu doucement, comme une caresse discrète, une lumière qui s'infiltre à travers les rideaux, se posant sur la vieille table en bois. Le silence est lourd, mais en lui, il y a quelque chose de doux, quelque chose de réconfortant. La boulangerie est encore calme, presque suspendue dans le temps. Je prends une profonde inspiration, laissant l'air frais du matin se mélanger avec l'odeur familière de la pâte qui repose sur le plan de travail. C'est un matin comme les autres, et pourtant, il y a une différence subtile, presque imperceptible, mais bien là. Je me tiens devant le four, les mains occupées à façonner les pains. Chaque geste est minutieux, chaque coupe de rouleau est une partie de moi que je dépose dans ces pains. Ce matin, il me semble que la chaleur du four est plus douce, plus apaisante. Peut-être que je commence à accepter le temps, à l'accepter pour ce qu'il est, pour ce qu'il m'a appris. Le temps a été mon ennemi, mais il a aussi été ma compagne de route. Et à travers chaque moment que je passe ici, dans cette boulangerie, il m'a permis de comprendre quelque chose de fondamental. Je ferme les yeux un instant, et là, dans ce silence, j'entends des voix, des rires, des éclats de voix d'un passé lointain, d'un passé où il était là, mon fils. Il me semble que je peux encore entendre sa voix dans l'air, sa façon de rire, de courir autour de la boulangerie. Il me manquait tout le temps, même quand il était là. Et pourtant, aujourd'hui, ce vide, cette absence, m'apparaît d'une manière différente. Ce n'est plus un fardeau, ce n'est plus une douleur insurmontable, c'est une présence douce, presque familière, une présence qui me parle sans mots. Je prends un pain, je le dépose sur le comptoir, il est doré, parfait, mais il est bien plus que ça, c'est le symbole de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai enduré dans le silence de cette boulangerie, jour après jour. La cuisson du pain, ces gestes répétitifs m'ont permis de comprendre que, malgré tout, l'amour que je porte est toujours là, il n'a pas disparu, il n'a pas cessé d'être. Il est caché dans chaque mouvement, dans chaque détail. Même dans l'absence, l'amour persiste. Les clients commencent à arriver un à un, comme chaque jour. Leurs visages sont familiers, mais il y a quelque chose de différent en eux aujourd'hui. Ils ne le savent pas, mais ils sont la preuve que même dans cette petite boulangerie, même dans cette vie simple, il y a de l'humanité, il y a de la beauté. Chacun d'eux apporte un peu de lumière, un peu de chaleur. Chacun d'eux, avec ses gestes, ses sourires, me rappelle qu'il y a toujours des raisons d'espérer, des raisons de continuer. Peut-être que le monde semble parfois froid et indifférent, mais ces petits gestes, ces petites attentions, ces échanges silencieux entre inconnus montrent que l'humanité est là, même dans les moments les plus discrets. Je les serre l'un après l'autre avec mon sourire habituel, mais aujourd'hui, il est différent. Aujourd'hui, il porte une forme de paix, de sérénité. Peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, je me sens prête à accepter ce qui est, à accepter que même s'il n'est pas là, même s'il est loin, je suis toujours sa mère, et il est toujours mon fils. Et ça, rien ne pourra jamais l'effacer. Le soleil monte dans le ciel, baignant la boulangerie d'une lumière douce et chaude. Je me laisse emporter par cette lumière, par cette chaleur. Elle semble réchauffer mes os, apaiser mon cœur. À travers la fenêtre, je vois le monde qui continue, les gens qui passent, qui marchent, qui vivent. Et moi, je suis là, dans cette petite boulangerie, à faire ce que je sais faire le mieux. Mais je sais maintenant
que ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste une question de pain, de farine, de gestes. C'est une question de vivre. Vivre pleinement, dans chaque instant, dans chaque respiration. J'entends la porte s'ouvrir de nouveau et je vois un visage que je connais bien. Une vieille amie, une habituée de la boulangerie. Elle entre, son sourire lumineux, et pour un instant, je me sens réconforté par sa simple présence. C'est comme si, dans son regard, dans son sourire, j'y trouvais un peu de ce que j'avais perdu. Elle ne sait pas ce que j'ai traversé, ce que je porte en moi, mais son sourire me rappelle que la vie est toujours là, que l'espoir ne meurt jamais. Même quand tout semble perdu, il y a des gens, il y a des moments, il y a des sourires qui nous rappellent qu'il y a encore de la beauté dans le monde. Elle prend son pain, me remercie chaleureusement et s'en va, emportant avec elle un peu de cette chaleur. Et moi, je reste là, devant la porte qui se ferme doucement. Un sourire s'étend sur mes lèvres, un sourire doux, serein. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ce n'est pas dans le retour de mon fils que je trouverai la paix, c'est dans ces petites choses, c'est dans ces moments de lumière, dans ces gestes qui semblent insignifiants, mais qui, en réalité, sont tout ce qui compte. Je ferme la porte de la boulangerie et me tourne vers le four. Le dernier pain est cuit, doré à la perfection. Et dans ce pain, dans cette chaleur, je trouve la paix. La paix qui m'échappait depuis tant de temps. La paix de savoir que, même sans lui, je peux être entière. Que l'amour, même s'il n'est plus exprimé par des mots, continue d'exister. Il existe dans chaque pain, dans chaque geste, dans chaque sourire. Et je souris, en pensant à lui, en pensant à ce que nous avons partagé, en pensant à ce qu'il restera toujours entre nous. Pas dans les grandes déclarations, mais dans la douceur des petites choses, dans la lumière du matin, dans le silence du pain qui lève, dans l'espoir que, même dans l'absence, l'amour persiste. Le matin se lève doucement, comme il le fait chaque jour, en apportant avec lui une nouvelle lueur d'espoir. La boulangerie est calme, une tranquillité familière. Je me tiens là, au centre de cette petite pièce, entouré de la chaleur du four, de l'odeur des pains qui cuisent lentement. Chaque mouvement que je fais est empreint de cette sérénité que j'ai trouvée peu à peu, lentement, dans l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de l'absence, l'acceptation de la lenteur de la vie. Je travaille la pâte comme je l'ai toujours fait. Chaque geste est une danse silencieuse. J'observe la farine se répandre sous mes doigts, le beurre fondre lentement, l'eau s'incorporer à la masse de farine. Ces gestes, ces habitudes sont les seules choses qui me rassemblent, les seules choses qui me maintiennent dans ce monde, à cet instant précis. À travers ces gestes, je ressens une forme de calme, un calme qui semble venir de l'intérieur, qui semble me réconcilier avec ce que j'ai perdu, car tout ce que j'ai perdu est toujours là, présent d'une manière ou d'une autre, dans chaque mouvement de mes mains. Je me souviens de lui, souvent. Je me souviens de sa façon de s'asseoir là, près de moi, dans la cuisine, observant chaque mouvement. Il me demandait toujours « Pourquoi tu fais ça, maman ?» Et je lui répondais toujours la même chose, sans vraiment réfléchir. Parce que c'est ce que l'on fait, parce qu'on ne peut pas s'arrêter, parce qu'il faut avancer chaque jour. Voilà ce qui est... Il ne comprenait pas alors. Mais aujourd'hui, je crois qu'il comprend d'une autre manière. Même s'il est loin, même si les kilomètres nous séparent, je sais qu'il porte en lui quelque chose que je lui ai transmis. Une part de moi, une part de cette tendresse infinie qui se cache dans chaque pain que je prépare. Une tendresse qui persiste, qui survit au temps, à l'absence, à tout ce qui nous sépare. Je ferme les yeux et je le vois dans ma tête. Pas tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était, un petit garçon curieux, le sourire espiègle, les yeux brillants, de rêve. Il m'apportait tant de joie, tant de lumière. Et aujourd'hui, je sais que cette lumière ne s'est pas éteinte. Elle persiste, là, dans un coin du cœur. Peut-être qu'il ne le voit pas, peut-être qu'il est trop occupé à poursuivre ses rêves pour y prêter attention, mais je sais que cette lumière, cette douce chaleur continue de briller. Parce que l'amour d'une mère n'a pas de fin. Il est là dans les gestes les plus simples, dans chaque boule de pâte que je pétris, chaque pain que je façonne. Il est là même dans le silence de la boulangerie, même dans la tranquillité de ces matins où tout semble figé. Les clients arrivent comme chaque jour.
Leurs visages familiers se croisent, se souriant. Je les serre un à un, toujours avec ce même sourire, toujours avec cette même douceur. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Aujourd'hui, je vois chaque visage d'une manière plus claire, plus précise. Je vois leur humanité, leurs histoires invisibles, leurs peines et leurs espoirs. Et dans ce regard, je trouve quelque chose d'essentiel. La beauté des petites choses, la beauté des gestes simples, des sourires échangés, des mots murmurés. Je les regarde partir, emportant leur pain, emportant une part de moi, une part de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et dans leurs yeux, je vois quelque chose que je reconnais, la même lumière, cette lumière qui brille dans les moments les plus simples. Et je me permets de croire que, même dans leur quotidien, même dans la vitesse avec laquelle la vie file, ils portent cette lumière en eux. Le soleil commence à se lever un peu plus haut dans le ciel, baignant la boulangerie d'une lumière douce, dorée. Je prends un moment pour m'arrêter, pour regarder autour de moi. C'est une petite boulangerie, une petite vie, mais c'est tout ce dont j'ai besoin, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Un endroit où les gestes ont un sens, où chaque petit pain est une petite victoire, une petite forme de beauté qui résiste au temps. C'est dans cette beauté, dans cette simplicité, que je trouve la paix. Je ferme les yeux un instant, et je laisse la chaleur du four m'envahir, la chaleur du pain tout juste cuit, la chaleur de l'amour, parce que même dans l'absence, l'amour persiste. Même dans les silences, même dans les espaces vides, il est là. Et peut-être que, même si je ne peux pas le dire, même si je ne peux pas le lui offrir d'une autre manière, il le ressent. Il sait que je suis là, que je l'attends toujours. Pas d'une manière pressante, mais d'une manière douce, patiente, comme un pain qui lève lentement, comme une promesse silencieuse qui ne se brise jamais. Je souris à cette pensée, et un sentiment de calme m'envahit. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné ce que j'avais à donner. Et dans cette vie, dans ce quotidien, il y a une beauté qui m'échappe parfois, mais que je vois aujourd'hui plus clairement. Une beauté dans les petits gestes, une beauté dans l'attente, une beauté dans l'amour, même quand il est silencieux, même quand il est caché dans l'ombre du quotidien. Et peut-être, dans cette simplicité, dans cette lenteur, il y a une forme de vérité, une vérité que je n'ai jamais comprise auparavant, mais que je commence à entrevoir maintenant. L'amour est toujours là. Il n'a pas besoin de mots. Il n'a pas besoin de promesses. Il est juste là, dans chaque geste, dans chaque sourire, dans chaque pain. Il persiste parce qu'il est la seule chose qui, au fond, soit véritablement éternelle. Je ferme la porte de la boulangerie à la fin de la journée. Le soleil se couche lentement derrière les collines, et moi je reste là, un sourire calme sur les lèvres, en paix avec ce qui est. Et dans cette paix, je sais qu'il y a encore de l'amour, qu'il y en a toujours eu, et que dans ce petit monde que je me suis créé, l'amour est ce qui persiste, ce qui résiste, ce qui éclaire tout, toujours. Le matin s'étire doucement, les premières lueurs de l'aube effleurent les fenêtres de la boulangerie, peignant de nuances dorées la pièce calme et silencieuse. Le four est déjà allumé, et l'air est empli de cette chaleur qui me réchauffe le cœur autant que le corps. Chaque jour, je me lève, je prépare la pâte, et chaque jour, je ressens une forme de réconfort dans la répétition. Il y a quelque chose de rassurant dans les gestes qui se suivent, dans cette routine sans fin qui donne un sens aux journées. Mais ce matin, quelque chose est différent. Il y a une légèreté dans l'air, une sorte d'espoir suspendu qui flotte autour de moi, comme si ce matin portait en lui une promesse. Je me tiens là, devant le plan de travail, mes mains plongeant dans la farine, et je sens cette douceur, ce lien qui se tisse entre moi et ce que je fais. Et alors, comme une lumière qui éclaire tout, une pensée traverse mon esprit. Et si ce matin, il revenait? Le doute n'est plus là. Ce n'est pas une question d'espoir, mais de certitude. Une certitude tranquille. Peut-être qu'il ne reviendra pas comme avant, pas avec les mêmes rêves, pas avec la même naïveté. Mais peut-être qu'il reviendra pour un instant, pour goûter à ce pain que j'ai toujours fait pour lui, pour retrouver cette part de lui-même qu'il a laissée derrière lui, sans même le savoir. Peut-être qu'il reviendra pour découvrir ce que j'ai appris dans l'absence, ce que j'ai compris au fil des années de silence. Je façonne la pâte, mes mains mouvant lentement, comme pour éprouver ce sentiment qui prend forme en moi. Une paix, douce et persistante, je le sens, ce retour. Ce n'est pas un retour physique, ce n'est pas un retour avec des mots,
C'est un retour symbolique, un retour dans ce que nous avons partagé, un retour dans le langage silencieux des gestes. Et peut-être que ce retour-là, même s'il est muet, est plus fort que tous les mots que nous n'avons jamais pu échanger. Je mesque la patte au repos, la laissant lever lentement, comme un symbole de ce temps que j'ai laissé passer, de cette attente que j'ai vécue dans le silence, dans la douceur des gestes. Le four chauffe lentement, et je ferme les yeux un instant. Je me laisse envahir par ce calme, par cette certitude qu'il n'est jamais vraiment parti. Non, il n'est pas là, physiquement, mais il fait toujours partie de ce monde, de ce moment, de cette boulangerie. Et peut-être qu'il m'entend dans le silence de ce matin, là où tout semble suspendu, où le monde lui-même attend. Le jour avance, lentement, et la boulangerie commence à se remplir des clients habituels. Leur présence est un réconfort, un doux rappel que la vie continue, que le monde avance. Je les sers avec un sourire, comme chaque jour, mais aujourd'hui le sourire est plus léger. Il porte en lui une forme de calme que je n'avais pas avant. Chaque échange, chaque salut me rappelle que, même dans l'absence, il y a encore des raisons de sourire. Chaque client qui franchit la porte, chaque petit geste, chaque merci murmuré est une petite victoire, un rayon de lumière dans une journée qui semblait auparavant teintée de solitude. Et là, au détour de cette routine, au milieu des rires et des conversations, je le vois. Il est là, devant la porte, hésitant, les yeux fixés sur la boulangerie. Il n'a pas changé, et pourtant, il a changé. Ses yeux, d'une certaine manière, portent en eux toute une histoire, toute une absence qu'il porte avec lui. Et dans son regard, je vois cette lumière. La lumière de l'enfance. La lumière de ceux qui, sans le savoir, nous laissent une empreinte indélébile. Je ne dis rien. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Parce que, dans cet instant, tout est dit. Tout est compris. Il n'a pas besoin de revenir sur les années perdues, sur les promesses non tenues. Il est là et c'est tout ce qui compte. Il entre, et je le regarde, un sourire léger sur les lèvres, sans un mot, mais avec toute la douceur de ce que nous avons partagé. Il regarde autour de lui, et je vois cette lueur dans ses yeux, comme s'il retrouvait quelque chose qu'il avait oublié. La chaleur du four, l'odeur du pain, les gestes que nous faisions ensemble. Il s'approche du comptoir. « Un pain, s'il vous plaît », dit-il, la voix légèrement tremblante, comme si ces mots portaient tout le poids du temps, de l'attente, de l'amour qui n'a jamais cessé d'être là. Je lui tends un pain, le même que je lui ai toujours tendu. Il prend le pain dans ses mains et pour un instant, tout semble se suspendre. Nous restons là, dans ce silence, cette tendresse partagée. Rien d'autre n'a besoin d'être dit. Nous savons, tous les deux, que cet instant est suffisant, que ce retour, même s'il est furtif, est un retour à l'essentiel. Il prend le pain, sourit et s'éloigne. Je le regarde partir, le cœur léger, les yeux brillants d'une émotion que je n'arrive pas à exprimer. Mais je n'ai pas besoin de mots. Ce qu'il vient de faire, ce qu'il m'a donné, c'est tout ce que j'attendais. Un simple geste, un simple retour, un retour dans le présent, un retour dans l'amour silencieux. Le soleil se couche lentement derrière les collines. La lumière baisse, et je me tiens là, devant le four, avec ce sourire calme, paisible. Je regarde la porte, là où il est passé. Il n'est peut-être pas là, mais il est là. Dans ce geste, dans ce moment. Et peut-être, juste peut-être, que cet amour caché dans chaque petit pain, dans chaque geste, a tout ce qu'il faut pour nous réunir, pour nous faire revenir l'un vers l'autre. Sans un mot, sans un cri, mais avec la lumière persistante de ce lien silencieux. Je ferme la porte de la boulangerie pour la dernière fois ce soir, le cœur rempli d'un calme absolu. Il est là, toujours.